Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Kenvue? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, il m'a demandé de savoir ici, est-ce que ce serait judicieux ici d'investir sur Kenvue ou bien de sélectionner, d'accepter l'offre d'échange ici d'actions Johnson & Johnson pour des actions Kenvue. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici aujourd'hui. Donc, je me suis assis, j'ai lu les rapports financiers de la compagnie et voilà, j'ai essayé de sortir une petite note ici, histoire de voir à peu près, enfin, histoire à peu près de vous donner mon ressenti par rapport à la compagnie en date d'aujourd'hui. Parce que ce n'est peut-être pas aussi rose que ça. Ou bien, c'est peut-être une opportunité d'investissement exceptionnelle. Donc, basé à Skillman dans le New Jersey, Kenvue se classe parmi les plus grandes entreprises de santé grand public du monde. D'accord? Donc, ici, c'est le Consumer Health ici. D'accord? Donc, c'est vraiment les médicaments en vente libre. OK? Donc, son portefeuille de marque comprend des produits de base tels que l'analgésique Tylenol et les pansements adhésifs Band-Aid, ainsi que des produits pour le corps et le bain tels que le nettoyant pour la peau Neutrogena, le shampoing pour bébé Johnson. L'entreprise qui a généré l'an dernier un chiffre d'affaires global de 15 milliards de dollars était détenu à 100% par Johnson & Johnson jusqu'à son introduction en bourse en mai dernier. Donc, avec 198,7 millions d'actions par la suite, donc, ce nombre d'actions qui ont été mises, d'accord? Donc, par la suite, à la fin du mois d'août, une offre d'échange proposait aux investisseurs de Johnson & Johnson d'échanger leurs actions J&J contre un maximum de 1,53 milliard d'actions de Kenvue avec une décote de 7%. D'accord? Donc, les 198 millions ici, 198,7 millions d'actions ici, ce sont les actions qui ont été mises en vente. C'est une partie des actions. Et dites-vous que Johnson & Johnson détenait, je pense que 89% ou 90%, je pense que c'est 90% ou 89 ou 80% par là des actions restantes ici. D'accord? Donc, on n'a que vendu 198,7. D'accord? Donc, maintenant, on vous propose en échange de vos actions J&J, d'accord, contre un maximum de 1,53 milliard d'actions restantes que Johnson & Johnson détient présentement de Kenvue. Donc, vous échangez vos actions Johnson & Johnson pour des actions Kenvue ici. D'accord? Donc, c'est un peu comme... Et les actions, une fois que vous avez échangé ici, Johnson & Johnson, je pense qu'ils vont à peu près éliminer ces actions-là. C'est un peu comme si l'entreprise était en train de faire un rachat d'actions ici, en vous proposant plutôt d'échanger vos actions pour du Kenvue ici. Ok, donc à la fin, si vous acceptez d'échanger toutes vos actions Johnson & Johnson pour du Kenvue, vous deviendrez plutôt actionnaire de Kenvue et vos actions Johnson & Johnson ici seront éliminées. D'accord? Donc avec une décote de 7, vous avez la possibilité d'avoir des actions Kenvue ici avec une décote de 7% par rapport au cours récent de l'action. Donc quand on l'a proposé, bien sûr. Donc, la direction a évalué le marché de la santé grand public dans la direction de Kenvue, a évalué le marché de la santé grand public ici, desservi par Kenvue à 370 milliards de dollars au niveau mondial et a estimé qu'il devrait croître de 3 à 4% par an au cours des prochaines années. Donc ça, c'est la taille du marché, selon le management. Si la direction a raison, Kenvue devrait bénéficier de l'utilisation accrue de produits tels que la crème solaire Neutrogena, puisque l'entreprise et les cliniciens informent mieux les gens des risques associés à l'exposition quotidienne au soleil. De nouvelles indications pour les marques existantes devraient également être utiles. Ainsi, le Royaume-Uni a récemment autorisé l'utilisation de Nicorette pour les vapoteurs désirés de se débarrasser de leurs habitudes. Donc, avant, c'était les fumeurs uniquement. Maintenant, les vapoteurs également on peut également leur prescrire ici du Nicorette, d'accord? Donc, cela dit, les ventes de Tylenol et de Sudafed peuvent fluctuer considérablement en fonction, par exemple, de la gravité de la saison des rhumes et des grippes. La baisse des prix au profit de produits bon marché sans marque est également devenue un problème ces derniers temps. Donc, dites-vous ceci. Il peut avoir des avantages ici en termes de consumer health, d'accord, quand vous avez des produits de grand public ici. Mais également, dites-vous que ce sont des produits ici qui ont des formules en vente libre. Donc, c'est essentiellement du marketing lambda. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre l'emphase ici sur la marque. Or, je connais très peu de personnes, enfin, quand je dis très peu, personnes qui vont à la pharmacie ici pour acheter des médicaments de marque, en fait. On va le dire comme ça. Surtout quand c'est en vente libre. Parce que principalement ici, le consommateur va plutôt privilégier le prix. Moi, personnellement, c'est ça. Et peut-être que je ne suis pas le consommateur typique de ce type d'entreprise-là. Par exemple, si je vais en pharmacie pour rechercher du Tylenol, c'est de l'ibuprofène
ou bien de l'acétaminophène, le principe actif. Donc, techniquement, la marque lambda ou la marque, les produits sans marque ici, par exemple, de la pharmacie en question, je vais peut-être les privilégier, peut-être parce qu'ils coûtent 20% moins cher ou bien 30% moins cher que le produit Tylenol. Donc, pourquoi est-ce que je vais acheter quelque chose de différent alors que c'est le même produit, c'est le même principe actif? C'est pas comme si c'est du Coca-Cola et du Pepsi, le goût est différent. OK? Mais ici, le principe actif est le même. Donc, si j'ai des maux de tête ici, si le Tylenol peut me soulager, le produit le produit sans marque également peut me soulager. D'accord? Donc, il n'y a peut-être pas de choix à faire à ce niveau-là. Peut-être que maintenant, au niveau des crèmes solaires ici, peut-être que c'est différent, mais ça m'étonnerait également. Donc, le principe actif est le même. Et posez-vous également la question, pourquoi est-ce que ces entreprises-là spin-off? Parce que quand je dis pourquoi ces entreprises-là spin-off, parce que ce n'est pas la première. Pfizer a spin-off son segment d'activité. Je pense que AstraZeneca également a dû spin-off ce segment d'activité-là. Maintenant, c'est le tour de Johnson & Johnson. Il y avait également une autre entreprise de pharmaceutique. GlaxoSmithKline également, à spin-off, notamment, je pense, également avec les brosses à dents, pas les brosses à dents, mais les pâtes dentifrices fluocaril, etc. Donc, ils ont tendance à spin-off tous ces segments-là, parce qu'ils savent que la compétition est de plus en plus rude. Il faut faire beaucoup de publicité, des choses comme ça. Donc, voilà, pour faire favoriser ici les segments spécialisés ici, où on a des médicaments qui ont des brevets ou bien des instruments, ou on se spécialise sur les instruments médicaux. D'accord? Notamment, Johnson & Johnson a un segment d'instruments un secteur ici où elle vend de l'équipement médical. OK? La compétition est de plus en plus rude dans ce secteur-là, donc je pense que Kenvue, ça reste dans la même tendance que ce qui a été vu précédemment ici. La plupart de ces entreprises ont tendance à spin-off ces segments d'activité-là. Ce n'est peut-être pas une bonne affaire pour vous. D'accord? Parce qu'il y aura également de la consolidation dans ce secteur. Parce que essentiellement, la guerre ici, c'est au niveau des prix. Donc, il y aura également la consolidation dans ce secteur. Peut-être Viatris va racheter ces entreprises ici, etc. Donc, le but maintenant, si je suis actionnaire de Johnson & Johnson, c'est de voir, est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Est-ce que Johnson & Johnson a fait une bonne affaire, d'accord? En vendant une partie des actions ici. Et vous allez voir ici que c'est peut-être le cas pour Johnson & Johnson. D'accord? Parce qu'en fouillant un tout petit peu, on remarque ceci. Devenu une entreprise indépendante a été coûteux pour l'entreprise. OK? Donc, dans le cadre de son accord de séparation, Kenvue a versé à Johnson & Johnson 9 milliards de dollars en espèces qu'elle a financé par la dette. Elle a levé de la dette, d'accord, pour payer à Johnson & Johnson 9 milliards de dollars. Donc, elle a également accepté des obligations potentielles en dehors, quand on dit obligation, en termes de, elle a accepté de payer, au cas où elle est condamnée, de payer les charges liées à ces différents procès-là en dehors de l'Amérique du Nord pour les produits à base de talc. Vous savez que Johnson & Johnson a eu des problèmes ici par rapport aux produits à base de talc ici, notamment la poudre pour bébé, etc. Donc, elle a déjà commencé à payer des fines par rapport à ça. Donc, maintenant, Kenvue a accepté, d'accord? Même pas Kenvue. Kenvue va supporter les charges futures liées à ces dépenses, à ces dépenses légales là, enfin pas ces dépenses légales là, mais plutôt à tout ce qui va concerner ici si elle est condamnée bien sûr à ces charges, à ces obligations là, d'accord. Donc sur tout le territoire, à l'extérieur, sur tout le reste du monde ici, d'accord, en dehors de l'Amérique du Nord. Donc les actionnaires de Kenvue vont peut-être avoir à payer des fines dans le futur. Et si Johnson & Johnson a été condamné aux États-Unis, dites-vous qu'elle va être condamnée en Europe sans doute, ou bien également en Asie, ou bien en Amérique du Sud, ou bien également en Afrique. Donc on ne sait pas, je ne sais pas quelle est la taille de ces procès ou quoi que ce soit, mais voilà, il y aura de l'argent à payer plus tard. OK? On continue ici. Donc, en Amérique du Nord, lié à des produits à base de talc dont la commercialisation a été interrompue déjà par Johnson & Johnson, dont notamment la poudre pour bébé de Johnson, qui contiendrait des traces d'amiante et aurait provoqué des cancers chez certains utilisateurs de longue date. Donc, ça peut sembler être intéressant en date d'aujourd'hui. On a du Kenvue, on a ici, voilà, on va se retrouver ici avec des marques fortes, etc. Mais dites-vous qu'on va avoir tendance à supporter on va avoir tendance ici à payer des charges légales au cas où on est condamné. Donc, pour Johnson & Johnson, on récupère du cash.
2, on se débarrasse ici de charges, de charges liées à d'éventuelles condamnations pour des problèmes de talc. Pour vous ici, vous pouvez penser que, oh, j'aurai la marque Tylenol, Neutrogena, Listerine, etc. Donc, c'est ça que l'entreprise veut mettre en avant ici. Mais dites-vous que c'est des business assez compliqués. D'accord? Donc, c'est sûr que ce sont des médicaments de marque et qu'il y a des marques ici qui pourraient tout simplement exploser. C'est possible. OK, si c'est bien géré, mais également il y a ces risques-là. Maintenant, à vous de choisir si ça vous intéresse ou pas. Moi, je pense ici que à court terme ou bien à moyen terme ici, les actionnaires de Johnson & Johnson ont fait une bonne affaire en spin-offant, entre parenthèses, en cédant Kenvue. D'accord, en l'introduisant ici en bourse, on récupère du cash. Et maintenant, pour ceux qui vont accepter échanger leurs actions Johnson & Johnson pour du Kenvue ici, c'est également une bonne opération pour Johnson & Johnson parce qu'elle ne va pas dépenser d'argent pour à peu près racheter ces actions-là. D'accord? Est-ce que c'est une bonne affaire? Personnellement, je vous dirais, si vous avez des actions Johnson & Johnson, laissez Kenvue tranquille. Gardez vos actions Johnson & Johnson. D'accord? Gardez vos actions Johnson & Johnson. Pour Kenvue ici, bonne chance pour ceux qui vont choisir d'acheter du Kenvue ici. Mais en tout cas, pour moi, je pense qu'il est plus avantageux de garder du Johnson & Johnson en portefeuille. Je ne dis pas que Kenvue, ça va pas bien se comporter dans le futur, mais pour le moment, au prix actuel, je pense que j'aimerais avoir une meilleure décote que ça, parce que techniquement, l'entreprise elle n'est clairement pas sous-évaluée. Faites très attention, elle n'est pas sous-évaluée du tout. On va attendre les rapports financiers annuels ici pour essayer de faire une évaluation sur ce business-ci, mais je ne pense pas qu'on soit sous-évalué au prix actuel. OK, on paye 20 fois les bénéfices ici, une entreprise sur laquelle on a chargé de la dette ici. OK, donc on l'a introduite ici et encore les perspectives de croissance ici, elles semblent être bonnes ici, mais c'est un environnement concurrentiel ici très très compétitif. On va essayer de voir si le management ici est assez compétent. Donc faites attention, pour moi, Kenvue n'est pas intéressante au prix actuel. Ceci n'est que mon avis, d'accord, par rapport aux lectures, d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord avec cela et je vous encourage déjà à ne pas être d'accord. Donc, lisez vous-même vos rapports financiers. Essayez de vous faire essayez de vous faire un avis vous-même. OK? N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le service Top Premium. Généralement, c'est ce genre de notes d'analyse qu'on peut partager quand on lit les rapports financiers sur les entreprises qui nous intéressent, qui semblent être sous-évaluées ici. Et également, plus d'autres éléments derrière. OK? Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Donc, en tout cas, moi, je pense que pour les éléments que je vous ai donnés, surtout pour les procès, les charges liées à l'endettement ici, l'environnement concurrentiel de ce business-ci, je ne pense pas que Kenvue au prix actuel soit intéressant. J'ai bien dit au prix actuel. OK? Il me semble même c'est sûr qu'elle aura tendance à payer un dividende, mais est-ce que c'est même judicieux de le faire pour une entreprise qui aimerait croître dans ce domaine-ci? Je n'en sais rien. Bref, il faudrait se plonger également sur ce secteur d'activité en général pour essayer de voir quels sont les drivers de la croissance dans ces différents segments-là. Mais moi, je commence... C'est une tendance que je vois de plus en plus sur les compagnies pharmaceutiques. Et comme je l'ai dit, je pense qu'on l'avait partagé dans la note d'analyse concernant les compagnies pharmaceutiques. On a tendance à spin-off le consumer yield. On a tendance ici à racheter d'autres segments, d'autres entreprises ici parce qu'il y a énormément de blockbusters qui arrivent à expiration. Donc les entreprises auront tendance à rechercher du cash ici pour faire des acquisitions. OK? Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.